C'est autour de la politique culturelle à nouveau lors de nos rencontres. Et aujourd'hui, c'est à Saz, un petit village dans le Gard qui fait partie du Grand Avignon, de l'intercommunalité du Grand Avignon. Et c'est avec monsieur le maire, Georges Bell, maire de Saz. Bonjour Georges Bell. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accepté cette invitation pour parler de politique culturelle autour de ce village et autour de votre délégation du Grand Avignon, puisque vous êtes également vice-président du Grand Avignon délégué à la culture. Donc des grandes ambitions pour cette intercommunalité. Et aujourd'hui, on se retrouve, comme je le disais, dans un petit village dans le Gard, de l'autre côté du Rhône. Est-ce que, premier abord, vous pouvez nous expliquer cette historique, pourquoi un village qui ne dépend pas du Vaucluse fait partie de l'intercommunalité du Grand Avignon? Comment cela s'est fait? C'est un mystère. En fait, le village et sa population active travaillent sur Avignon. 75% de la population active travaille sur Avignon depuis toujours. Depuis toujours aussi, nos enfants vont au lycée à Avignon et c'est très naturellement que la commune a décidé d'adhérer au Grand Avignon. C'était en 2004. Je ne vous cache pas qu'il y avait eu quand même un certain nombre de pressions de la part de deux grands préfets qui se sont succédés sur le Vaucluse et le Gard et qui nous ont incités eux aussi à nous joindre à l'aventure de l'intercommunalité avec le Grand Avignon. Alors, quelles sont les portes que ça a ouvertes sur le village, sur l'aspect économique, sur l'aspect aussi peut-être touristique, culturel? Alors sur l'aspect économique déjà, c'est tout de même très intéressant pour une commune qui n'a pas tout à fait 2000 habitants aujourd'hui, de retrouver dans la structure du Grand Avignon des bureaux qui nous assistent techniquement, c'est-à-dire des techniciens de haut niveau, que ce soit sur la gestion de l'eau pluviale, la gestion de l'eau usée, de l'eau potable, un service juridique. C'est vraiment très intéressant pour nous. On n'aurait pas les moyens de se payer une telle structure, alors que là, elle est à notre disposition au Grand Avignon. Alors aujourd'hui, on se trouve dans votre mairie et c'est fabuleux. C'est un patrimoine qui est complètement décalé par rapport à ce que l'on voit quand on arrive ici. On a l'impression d'être dans une autre époque. D'ailleurs, votre mairie est dans un château, je crois. Oui, c'est un bâtiment classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc on en est très fiers parce que c'est un classement qu'on a obtenu de haute lutte avec les services de la DRAC qui nous ont encouragés dans cette aventure aussi. Il faut imaginer qu'il y a 14 ans à peu près, à cet endroit-là, il existait un bâtiment, on ne va pas dire démodé, mais très fatigué. Très fatigué. Et l'ambition du village, avec le soutien du Grand Avignon aussi, il faut bien le dire, avec le soutien de la DRAC, avec le soutien d'un certain nombre d'élus parlementaires, régions, conseil général, nous ont aidés à réaliser le bâtiment tel que vous le voyez aujourd'hui. Alors, on dit château, c'est pompeusement un château, hein, c'est une grosse maison qui, au fil des siècles, s'est transformée, puisque l'origine, l'histoire débute au début du XIIe siècle. Alors, concernant la culture, quelles sont les actions culturelles qui sont mises en place dans le cadre de ce village? On connaît, par rapport à l'intercommunauté du Grand Avignon, les Nuits d'Avent, le festival lyrique gratuit d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres événements culturels et de valorisation du patrimoine aussi au cours de l'année, au cours des saisons tout au long de l'année ou même touristiques? Alors, essentiellement culturel et plutôt concentré sur la période d'été, où là nous avons un certain nombre de spectacles que nous pouvons donner, des spectacles très éclectiques quant à leur choix, c'est-à-dire aussi bien de l'opéra bouffe que du jazz ou de la musique classique,
des chorales qui sont organisées au cours de l'été. On va avoir à peu près 6 à 7 spectacles mis à disposition de notre population. On recrute au niveau du Festival d'Avignon un certain nombre de spectacles que mes collègues du conseil municipal peuvent voir et peuvent imaginer de monter sur Saz. On a un décor naturel très sympathique, je crois, et on en profite. Cette cour est vraiment un lieu extraordinaire pour recevoir ces spectacles. Alors, ce sont des festivals que vous recevez en plein air, alors, si je comprends bien, dans la cour de la mairie, c'est cela ? Ce sont des spectacles issus du festival off, souvent, qui viennent et que l'on recrute, entre guillemets, et qui viennent se produire dans la cour du château. Le festival IN, par l'intermédiaire du Grand Avignon, vient aussi sur Saz, et on a eu 2 années consécutives des spectacles de très haut niveau du festival IN qui se sont donnés dans le village. Alors, cette dynamique-là, s'est faite suite à cette intégration de l'intercommunalité ou comment s'est fait cette dynamique culturelle ? Grand Avignon a décidé un jour d'apporter son financement et son soutien au Festival d'Avignon. Et à ce titre-là, la collaboration avec les différentes directions du Festival IN nous ont permis d'exporter dans nos communes, parce qu'il n'y a pas qu'à Saz que le Festival IN donne des spectacles, mais il y a d'autres communes comme Saint-Saturnin, entre autres, le Pontet, où ces spectacles sont donnés grâce à la participation du Grand Avignon. Vous savez, le Festival IN, c'est la locomotive de l'économie avignonnaise. Et donc la locomotive du festival, la locomotive de l'intercommunalité du Grand Avignon. Alors Georges Bell, je crois que vous êtes, j'ai entendu dire ça, excusez-moi, j'ai entendu dire que vous étiez un grand passionné de la culture. Qu'est-ce que la culture évoque pour vous ? Un grand passionné de la culture, oui, j'aime et j'apprécie le spectacle vivant, surtout l'opéra en particulier. Mais ce sont des matières que j'ai découvertes il y a très peu de temps. Très peu de temps, on va dire qu'il y a une dizaine d'années que je m'intéresse à ce spectacle vivant. C'est pas naturel, je dirais. Je pense que l'âge a fait qu'un jour j'ai dû entendre des voix qui m'ont permis d'apprécier et d'avoir envie de connaître un peu plus. Par contre, je ne suis pas du tout issu du monde du spectacle, du monde de la culture. Je suis un ancien ingénieur du bâtiment et des travaux publics. Et à ce titre-là, je n'avais que très peu de liens avec la culture, si ce n'est peut-être de construire éventuellement des salles de spectacle. Alors, est-ce que c'est important pour vous, cette dynamique-là, d'intégrer cette culture, cette dynamique-là au sein d'un village de à peine 2000 habitants c'est une richesse qui est importante que vous apportez aux habitants ? C'est une richesse, mais ça n'est pas... On est dans l'intercommunalité. La culture du Festival IN n'est pas réservée qu'aux habitants de Saz. Elle est aussi dispensée auprès de toutes les communes du Grand Avignon, sans qu'il y ait de discrimination aucune en la matière. Ce qui est intéressant, c'est justement d'amener dans différents lieux cette culture de haut niveau, il faut le dire. C'est plutôt, on est dans le domaine de l'excellence, et c'est bien d'amener un spectacle de qualité partout sur le territoire de la communauté. Et puis en tant que constructeur, ou d'ancien constructeur plutôt, encore que quand on est élu, on bâtit toujours. Mais en tant qu'ancien constructeur, il y a beaucoup de similitudes entre les métiers de la construction et la construction d'un spectacle.
Bien sûr, sans lieu, il n'y a pas de spectacle. Donc c'est vrai que tout ça, c'est lié quelque part. Et notamment, précisément, un cas aujourd'hui qui fait parler de son actualité, l'Opéra du Grand Avignon, grande maison de culture depuis des années et des années, et qui aujourd'hui commence à se faire poser des questions par rapport justement aux spécialistes du bâtiment et par rapport à l'intercommunauté du Grand Avignon qui le gère. Une maison qui a besoin d'être rénovée. Je crois savoir que vous êtes chargé actuellement de cette réflexion-là sur sa restauration. Qu'en est-il exactement ? Alors, Grand Avignon, bien entendu, a pris ce bâtiment en l'état où on le connaît aujourd'hui. Effectivement, j'ai travaillé avec les services techniques de la communauté sur ce dossier. On a effectué un certain nombre de diagnostics, tant sur le bâti que sur les équipements de sécurité et les équipements liés à l'accessibilité. Il y a un énorme travail à faire dans ce bâtiment qui a dû être construit, je crois, dans les années 1830 et qui n'a pas subi beaucoup de modifications, si ce n'est, je crois, en 1978, où il y a eu quelques aménagements sur le balcon, sur quelques loges sur la partie arrière de la scène. Aujourd'hui, je devrais dire que le bâtiment est obsolète, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à toutes les normes à reprendre dans les années qui viennent, qui vont s'imposer à nous. Vous pouvez préciser concernant ces normes-là ? Alors, aujourd'hui, on arrive à répondre, parce que Grand Avignon, depuis qu'il a repris ce bâtiment, a repris toute la partie sécurité incendie, qui est primordiale dans un bâtiment qui reçoit du public. Donc de ce côté-là, on est au niveau. On a repris énormément d'installations électriques. On a repris énormément d'installations scéniques aussi pour la manutention des décors. Donc c'est un très gros travail qui a été fourni ces derniers mois. En gros, cette année, sur 2014, un peu plus de 400 000 euros et déjà un peu plus sur 2013. On reprend les ascenseurs pour faciliter l'accessibilité. Ce sont des travaux qui sont terminés aujourd'hui. Donc déjà, on se met en situation de préfigurer ce que va être le théâtre dans quelques années. Mais le travail est assez colossal et si on veut le garder en l'état, on va devoir se lever l'âme pour le sortir de l'ornière, entre guillemets, dans lequel il est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il va falloir suspendre la saison culturelle de l'opéra, ou est-ce que les travaux vont pouvoir se faire tout au long de cette programmation sans quelque part s'apercevoir de cela ? Alors en fait, on étudie d'autres options aujourd'hui, éventuellement la création d'une salle d'opéra qui pourrait être située dans un autre site sur Avignon, un site qui pourrait être celui de Courtine, proximité de la gare TGV, où on pourrait imaginer une nouvelle maison d'opéra qui nous permettrait de poursuivre les saisons telles qu'elles se déroulent aujourd'hui. On a un programme assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est assez fabuleux la saison de l'année prochaine, ce que l'opéra-théâtre va pouvoir nous offrir. Et ce qui nous permettrait, en ayant une salle nouvelle, de pouvoir réhabiliter tranquillement le théâtre actuel et le remettre à toutes les normes possibles et imaginables qu'on nous empile allègrement depuis des années. Alors si cette salle de théâtre est extériorisée de la ville d'Avignon, est-ce que vous avez une idée de la réaction par exemple des abonnés ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir non plus une déstabilisation de tous ces abonnés ? Tout changement appelle à une légère déstabilisation, mais quand vous avez des amateurs d'opéra, si l'opéra est bon, si le spectacle est bon, les spectateurs se déplaceront sans problème. Une jolie voix, vous l'entendrez, vous irez l'entendre au bout du monde pour
pour certaines personnes. Vous avez des abonnés au théâtre qui viennent de Suisse, qui viennent de Paris, pour suivre certains spectacles d'opéra, parce qu'ils ne les retrouvent pas ailleurs que dans notre maison d'Avignon. Face au désengagement que l'on entend sur toutes les maisons de culture à l'échelle, j'ai envie de dire, nationale, donc un soutien dégressif sur ces structures-là, et où l'on voit effectivement des formations d'orchestre, des formations de ballet qui sont obligées malheureusement de fermer la porte parce qu'il n'y a plus de soutien. Quel est votre regard par rapport à cela ? L'envie, le souhait, je pense, que ce soit du président ou de notre maire d'Avignon aujourd'hui, le souhait est de conserver la culture, la culture au sein de l'agglomération du Grand Avignon. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un élément moteur sur l'économie locale. Sans culture sur Avignon, Avignon va perdre de son aura, n'aura plus que le pont d'Avignon comme enseigne lumineuse pour faire parler d'elle. Donc il n'est pas question pour nous d'abandonner et de baisser les bras. Maintenant, il va falloir nous allons devoir faire face à la raréfaction des recettes, de nos recettes, et ça va être à nous de nous adapter, ça va être à nous de choisir des spectacles de grande qualité, peut-être d'en diminuer le nombre, si on ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à avoir à l'Opéra-Théâtre 120 levées de rideaux, ce qui est assez considérable comme pour une maison aussi belle que la nôtre, mais tout de même petite par rapport aux scènes que l'on peut trouver un peu partout en France. Alors une scène petite, mais en même temps complète, parce qu'effectivement, il y a le ballet, il y a l'opéra, il y a les chœurs, il y a l'orchestre, donc c'est tout un ensemble, mais qui connaît aussi des difficultés. Je pense précisément aussi à l'orchestre actuellement. Le ballet qui s'intègre et qui justement propose beaucoup de scènes pour montrer leur présence et leur énergie. Quelles sont les actions précises justement que le Grand Avignon peut mettre en place pour garder et perpétuer cet ensemble de cultures dans une même et seule maison ? C'est la volonté politique de la communauté qui va vouloir conserver dans notre maison un corps de ballet, des chœurs, et ce dont on ne parle jamais, des techniciens de très haut niveau qui travaillent à longueur d'année. C'est 135 personnes permanentes qui sont là pour que le spectacle vive. C'est un fabuleux outil de travail. Je crois on parlait d'excellence tout à l'heure, il faut conserver cette excellence au niveau de ces métiers qui sont, je peux vous l'assurer, tout à fait remarquables. L'orchestre, lui, a déjà pris un certain nombre de dispositions pour s'adapter au budget un peu plus restreint que les autres années qui lui a été proposé. Donc on mutualise, on travaille sur des structures administratives communes. Ce sont ces éléments de mutualisation qui nous permettront de conserver, j'espère bien, toute l'énergie et toutes les structures qui existent aujourd'hui. Alors, autre projet j'ai pu l'observer tout à l'heure quand on en a parlé, qui vous tient à cœur, le pont d'Avignon, reconstitution du pont d'Avignon en 3D. Ah oui, dites-vous. Oui, parce que le jour où on m'a présenté ce projet, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces farfelus qui viennent proposer de reconstituer le pont d'Avignon ? Je ne voyais pas très bien ce que ça pouvait donner. Et c'est vrai que j'ai eu une première approche méfiante. Et puis, j'ai vu le travail scientifique qui a pu être réalisé autour de ce vieil ouvrage dont on parle tant. C'est tout à fait extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire la reconstitution que l'on a pu créer. On retrouve le pont d'Avignon comme il était à son origine. Ça n'est jamais arrivé. Et c'est vrai que les techniques nouvelles, la numérisation, nous a permis, au travers de millions de points, de retrouver ces volumes, ce tracé qui nous a tous surpris d'ailleurs. Et c'est une aventure plutôt fantastique. Je pense que sur le plan touristique aussi, c'est un attrait important
de pouvoir, sur plusieurs sites autour du Palais des Papes, de la Barthelasse, de Villeneuve-les-Avignon, d'avoir une vue du pont dans son ensemble tel qu'il était quasiment lors de sa construction, et puis un peu plus tard, lors de ses premiers désordres. Je suis un homme de l'art, les désordres qui ont été, hélas, qui ont conduit à la destruction du pont. Est-ce que vous pensez que ce projet, donc c'est un projet pour le moment, est-ce que ça va révolutionner un peu l'esprit du patrimoine culturel entre ce décalage de différentes époques? Oui, bien sûr, c'est tout à fait nouveau. Présenter à un touriste qui vient d'Allemagne, de Suède, de Hollande ou des États-Unis et qui recherche ce qu'étaient nos vieilles pierres, ce qu'était notre culture, leur présenter un ouvrage tel que celui-là et ne plus l'imaginer, puisque là on le voit en situation. C'est plutôt fantastique. Pour nous, c'est une nouvelle forme de visite d'un monument historique, parce que là on peut parler de monument historique véritablement. On nous l'envie, vous savez. Et quand on regarde le travail qui a été fait sur ce bâtiment, sur ce pont, et on va le poursuivre en regardant, en examinant tout ce qui était son environnement, c'est-à-dire retrouver les paysages autour du pont. Quand on sortait du pont, quand on sortait à hauteur de la tour Philippe le Bel à Villeneuve, qu'est-ce qu'on trouvait autour? Quelles étaient les constructions? On retrouve le fonctionnement en même temps de ce qu'était la vie sur des époques très différentes de la nôtre. Et je pense que c'est passionnant pour des historiens, c'est passionnant pour des chercheurs, c'est passionnant pour un certain nombre de membres de notre université d'Avignon. Et surtout les passionnés pour le patrimoine culturel du monde entier, parce que c'est un site qui attire les quatre coins du monde. Alors c'est un projet, quelles sont les suites maintenant de ce projet? Quelles sont les prochaines étapes pour lesquelles on va être informé et dans quelle durée cela va être communiqué? Alors, on a déjà commencé à travailler sur la suite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vers le paysage, c'est vers l'environnement du pont. L'histoire du pont, c'est pas uniquement la traversée du Rhône, c'est aussi toutes les activités commerciales qui pouvaient s'exercer d'une rive du Rhône à l'autre. C'est aussi les liaisons qu'il pouvait y avoir entre le Palais des Papes et la cité cardinaliste de Villeneuve. Alors, effectivement, le pont, à l'époque des papes, il était déjà très fatigué. Donc il faut imaginer qu'il y avait des transports, pas maritimes, mais fluviaux, qui permettaient de faire passer les marchandises d'un côté à l'autre. Ce pont a accompagné toute une histoire de la ville d'Avignon et de la ville de Villeneuve-les-Avignon. Quelles sont les espérances de retombées économiques et touristiques? Est-ce que cela a déjà été calculé? Est-ce qu'il va y avoir un afflux? Vous parlez de flux, mais moi je parle d'afflux de tourisme sur ce patrimoine supplémentaire à tout ce site qui attire, je pense au Palais des Papes, qui attire, qui est la continuité de ce pont d'Avignon. Est-ce qu'il y a déjà des études qui sont faites sur ces retombées touristiques, économiques? Pas à ma connaissance, parce qu'on vient tout juste de présenter ce projet, on vient tout juste de montrer, entre autres à la presse et à vous-même, ce qu'était ce pont à ses origines. Maintenant, l'impact touristique, on va le mesurer, je pense, à partir du printemps prochain, où on va se rendre compte de l'usage des tablettes, et il peut y avoir aussi des difficultés qui naissent de la manipulation de ces tablettes, de la gestion de ces tablettes, qui seront remis à chaque visiteur. Alors, quelle est la relation que vous avez avec la ville d'Avignon? Parce que c'est un projet qui est porté par le Grand Avignon, mais qui implique forcément la ville d'Avignon. Quelles sont les relations, des liens que vous avez avec la mairie de la ville?
Alors, ce projet, à l'origine, avait été soutenu par Grand Avignon, bien sûr, par la ville de Villeneuve-les-Avignon. Et Cécile, elle, nous a rejoints quand elle a vu la qualité du projet qui était proposé. Donc, c'est un cofinancement entre les deux communes, Villeneuve et Avignon, et le Grand Avignon, avec la CNR qui participe, enfin, un certain nombre d'universitaires de haut rang, de chercheurs de haut rang. J'avoue que j'ai été bluffé par l'engagement et l'implication de ces gens-là dans ce projet. Merci beaucoup, Georges Bell, pour cette rencontre. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.